Bonjour à tous, bienvenue dans les Alpes. Tout de suite, les titres de votre journal. Le parquet demande un procès pour l'ancien grand flic lyonnais Michel Néret. 8 autres personnes, dont l'ancien patron de la PJ de Grenoble et son adjoint, sont aussi concernés. La justice veut savoir si ces hommes renseignaient le milieu. L'affaire portait entre autres sur un important trafic de cocaïne. Et puis sur ce plateau, nous recevrons le chanteur des Mountain Men, Matt. Lui et son compère donneront un concert à 14h30 dans la maison d'arrêt de Vars. Un événement rendu possible grâce à la motivation de 5 étudiants grenoblois. L'une d'entre eux, Maureen, nous parlera de ce beau projet. Enfin, un mot de votre météo. Nuages et éclaircies se partageront le ciel cet après-midi sur les Alpes. Le vent de nord rafraîchit l'atmosphère. Les températures sont en dessous des moyennes de saison avec des maximales allant jusqu'à 17 degrés sur l'Isère, 14 à 16 degrés sur la Savoie et la Haute-Savoie. Et l'on reparle donc de l'affaire Néret, cette affaire de ripoux présumé qui avait ébranlé la police en 2011. La police lyonnaise mais aussi grenobloise. Aujourd'hui, le parquet demande un procès pour 9 personnes, dont l'ancien chef de la PJ de Grenoble, Christophe Gava, et son adjoint. Les explications de Xavier Schmitt. Paris, septembre 2012. Michel Néret, numéro 2 de la police judiciaire de Lyon, est révoqué. Un an plus tôt, il a été mis en examen pour des manquements présumés dans l'exercice de son métier. Michel Néret, auréolé d'une figure de grand flic à la carrière brillante, est soupçonné d'être un ripoux en cheville avec le milieu, cela contre divers avantages ou des prélèvements sur des saisies de drogue. L'affaire a éclaté lors d'une enquête sur un trafic international de cocaïne. Le 13 mai, le parquet a demandé le renvoi en correctionnel pour Michel Néret et 8 autres personnes, dont 3 autres policiers. 2 d'entre eux sont l'ancien chef de la PJ de Grenoble, Christophe Gava, et son ancien adjoint. En 2011, Christophe Gava a été mis en examen pour association de malfaiteurs, vol en réunion, détournement de scellés et trafic de stupéfiants. Une mise en cause qu'il réfute. C'est maintenant aux juges de dire s'ils suivent les accusations du parquet. Et l'on poursuit avec cette autre affaire. La France refuse d'exécuter la peine pour meurtre prononcée en Suisse contre le généticien Laurent Ségala. Réfugié en Haute-Savoie, il a été reconnu coupable du meurtre de sa belle-mère par le tribunal fédéral, la plus haute instance juridique suisse. Les explications de Céline Aubert-Aigré. 2 ans que Laurent Ségala a été condamné par le tribunal fédéral, la plus haute instance juridique en Suisse. 14 années de prison pour le meurtre de sa belle-mère. Depuis le jour du verdict en appel, où il ne s'est pas présenté, le généticien est en cavale, quelque part en Haute-Savoie. Il a toujours clamé son innocence. En janvier, Berne a adressé une demande officielle à la France pour que le Haut-Savoyard exécute sa peine. Mais la justice française s'y refuse. Plus que jamais, le sol français semble la seule terre d'accueil pour Laurent Ségala. L'homme fait l'objet d'un mandat international. S'il sortait de France, il serait interpellé et extradé sur le champ pour purger sa peine. Cette information à lire sur notre site internet. Une conductrice de 19 ans a fauché hier en fin d'après-midi 4 personnes au péage de Roussillon en Isère. La voiture a percuté 2 femmes et 2 enfants. Une fillette de 4 ans a été grièvement blessée. La conductrice est en garde à vue. Les gendarmes de Roussillon ont lancé un appel à témoins pour mieux comprendre les faits avec ce numéro, le 04 74 86 20 17. Toutes nos informations donc sur le site internet France 3 Alpes. Et l'on reparle des chasses du Rhône. Il s'agit des vidanges du fleuve. Elles avaient créé il y a quelques années un incident diplomatique entre la France et la Suisse. Hier, les 2 pays ont adopté une solution bien plus écologique qu'avant. Il n'y aura plus de nettoyage à sec du haut du fleuve. Benjamin Métral, Jean-Éric Gay. Filmé par des pêcheurs, la dernière vidange du barrage de Verbois, près de Genève en 2012. Une marée noire de sédiments accumulés depuis une dizaine d'années. C'est estimé à un peu plus d'1 million de mètres cubes. Pendant un demi-siècle, comme une chasse d'eau, les Suisses ont ouvert les vannes en grand pour nettoyer le lit du Rhône et se prémunir des crues. Une opération très impactante à l'aval du fleuve. Côté français, dans le département de l'Ain, ce sont les poissons qui trinquaient, asphyxiés par les particules. Pour nous, c'est l'ERICA. C'est l'ERICA, c'était pas du fioul, c'était de la matière en suspension, c'était de la vase. 11 ans d'accumulation de vase et qui est arrivé d'un seul coup. C'est 2 à 3 ans pour reconstituer le cheptel à chaque fois. En 2012, la vidange des barrages suisses avait duré 15 jours. 15 jours d'inactivité pour plusieurs centrales hydroélectriques côté français. Pertes estimées 6 millions d'euros sans aucune compensation financière de la Suisse. Après 2 ans d'études, la France et le canton de Genève ont enfin trouvé un nouveau mode opératoire. On va faire des vidanges partielles, donc on va baisser le barrage de, disons, une dizaine de mètres tous les 3 ans.
Des chasses moins massives et plus régulières qui, combinées à des opérations de dragage, doivent réduire sensiblement la quantité de sédiments charriés par le Rhône. C'est plus respectueux de l'environnement parce que les Suisses vont nous garantir à la sortie des barrages un taux de matière en suspension beaucoup plus faible que ce qu'ils étaient capables de faire dans le cas de vidange global. Le scénario retenu et soutenu par les pêcheurs de l'Ain. La première chasse du Rhône en version light est prévue au printemps 2016. Dans quelques heures maintenant, les détenus de la maison d'arrêt de Vars en Isère pourront participer à un concert exceptionnel, celui des Mountain Men, le groupe grenoblois de blues qui monte et que l'on retrouve dans de nombreux festivals en France et à l'étranger. Un concert rendu possible grâce à l'initiative de 5 étudiants en première année de carrière juridique à l'UT2 de Grenoble. Et donc, pour en parler, je reçois Mathieu Guillou, bonjour. Oui. Vous êtes le chanteur des Mountain Men et Maureen Massonneau, bonjour. Bonjour. Maureen, comment est né ce projet ? En fait, dans le cadre de nos études, on doit réaliser un projet tutoré. Donc en un an, la mission, c'est réaliser une action en lien avec les carrières juridiques. Et nous, rapidement, on s'est concerté avec les membres de mon équipe et on a décidé de faire un projet en lien avec le milieu carcéral, en prison. Et un concert, parce que c'est venu de l'idée d'un des membres de l'équipe qui était passionné de musique. Et voilà, on s'est dit pourquoi pas faire un concert. Et pourquoi les Mountain Men alors ? Pourquoi les Mountain Men ? Parce que du coup, on a contacté ce groupe par mail et rapidement, ils nous ont donné leur autorisation. On était super contents, on les a contactés, on les a ensuite rencontrés. Et voilà. Et Matt, alors, pourquoi avoir accepté ? Qu'est-ce qui vous a séduit dans ce projet ? Parce que déjà, on essaye tout au long de l'année, malgré le fait qu'on soit tout le temps sur les routes, d'essayer d'amener la culture à des endroits où elle n'est pas forcément le plus accessible. Donc si on peut faire des concerts en hôpitaux ou des concerts en prison, parce qu'on l'a déjà fait. Vous l'avez déjà fait dans quelle prison ? On l'a fait à la prison de Chambéry et la prison de Nancy. Et ça a toujours été vraiment des super moments parce que tu partages quelque chose avec des gens qui ont une vie quand même compliquée. Et là, la démarche était super claire. Voilà, on organise ça et on a dit ouais, feu, c'est parti quoi. Donc comment vous êtes accueillis dans les prisons, Matt ? Justement, c'est un public assez particulier, vous le disiez. Comment vous êtes accueillis ? C'est souvent justement très humain, parce que les gens, on a affaire à des gens qui sont enfermés 23 heures sur 24 et qui ont des vies compliquées, j'ai dit. Souvent, les gens ont une manière où ils sont très introvertis ou alors c'est très exubérant, justement. Plus exubérant qu'on l'a fait. On l'a fait avec Prison pour femmes, où là, c'était vraiment carrément très exubérant. C'était super chouette. Non, l'accueil est souvent bien. C'est un vrai contact humain. On fait des chansons, on discute avec les gens. Et si on arrive à leur apporter une heure d'évasion avec de la musique, c'est gagné, quoi. Maureen, ça a été difficile de monter le projet. Vous avez dû trouver 1 000 €. Alors, c'est pas pour les payer eux, c'est pour l'organisation. C'est ça ? Comment ça s'est passé ? Le groupe a accepté de jouer bénévolement. Gratuitement. Donc du coup, nous, on a seulement dû trouver un budget pour financer tout ce qui est organisation du projet, donc la communication au sein même de la prison. On a démarché en fait plusieurs associations et le Secours catholique nous a financé une partie du projet. Et voilà, du coup, grâce à eux, on a pu imprimer flyers, affiches et donc réaliser la communication dans la prison. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu que le financement qui était compliqué, il y a aussi les accords. Pour rentrer dans une prison, c'est pas simple. Voilà, on a dû donc trouver le groupe, trouver tous les accords. C'était assez laborieux, mais c'est super. Merci beaucoup. En tout cas, donc concert à 14h30. J'ai quelques secondes pour présenter le nouvel album. Enfin, ça fait déjà quelques mois qu'il est sorti. Qui est sorti au mois de février. Au mois de février. Against the Wind. Ouais. Voilà, j'ai bien dit. Ouais. Merci beaucoup à vous d'être venu sur ce plateau. Merci infiniment. Direction à présent le Muséum de Grenoble avec une exposition baptisée « Troisième vie », l'illustration parfaite de l'entente entre naturalistes, amateurs et professionnels. Le musée reçoit très souvent les collections de certains passionnés désireux de faire partager au grand public leur travail de l'ombre. C'est l'objet de notre chronique scientifique préparée comme d'habitude par Xavier Schmitt et Grégory Lespinasse. Ce qui est bien, c'est qu'elles sont toutes bien renseignées, les étiquettes sont complètes. Une nouvelle collection de plantes arrive au muséum. C'est un herbier donné par ce botaniste amateur, ancien professeur de sciences naturelles. Dans les années 70, il a recueilli une centaine d'espèces dans le Sahara marocain. Le voilà. Elles sont très précieuses, car elles ont été répertoriées avec toute la rigueur scientifique. Moi, ce qui m'a fasciné, c'est que je partais de zéro. Je ne les connaissais absolument pas. Je suis un alpin, un dauphinois.
un Grenoblois. C'est vrai que ça peut sembler un peu étrange d'avoir un herbier marocain chez nous, mais comme ça, il est conservé, il sera disponible à la communauté scientifique. Et puis, il rejoint l'herbier de Grenoble, qui a majoritairement des plantes alpines, mais avec une petite partie, donc Afrique du Nord, Algérie, et donc maintenant Sahara marocain. Donation, legs ou achat, les acquisitions sont la sève du muséum. Une exposition démontre combien elles enrichissent les collections. Faune, flore et minéraux, plusieurs centaines de pièces sont dévoilées pour leur beauté ou leur rareté. Comme ce fossile de crapaud trouvé en Ardèche. Il a 7 millions d'années. Ce sont des pièces très recherchées au niveau international et si nous ne les acquérons pas donc, dans nos musées, nous ne pourrons pas les présenter aux visiteurs. Vous voyez, c'est une pièce magnifique qui a été fossilisée de façon tout à fait exceptionnelle. On voit tous les os comme si on était en train de passer une radio sur ce crapaud en direct. Les réserves du muséum, elles abritent 1,5 million de spécimens. Voici une autre acquisition récente. Un legs d'1 millier de boîtes, plus de 100 000 papillons collectés dans le monde entier par 2 frères, 2 amateurs très éclairés. Donc chaque papillon est associé à une étiquette avec la mention du lieu de collecte, de la date de collecte. Chaque papillon a été déterminé aussi. Vous voyez aussi qu'il y a des étiquettes sur les boîtes qui mentionnent la famille. Donc elle a un vrai intérêt scientifique. C'est vraiment une collection de référence sur le plan scientifique. Étoffer les collections, c'est renforcer leurs points forts. C'est aussi ouvrir plus largement les archives de la nature à la recherche scientifique. Le fossile qui permet de comprendre l'évolution des espèces ou dans le cadre du réchauffement, les plantes pour calculer avec les glaciologues la position des glaciers autrefois par exemple. Je vais vous montrer la place définitive de votre herbier. Après traitement sanitaire, la collection saharienne sera conservée dans les meilleures conditions. Elle témoigne à son tour de la contribution de curieux passionnés aux sciences naturelles. C'est l'un des symboles de Grenoble, la Tour Perret, parc Paul Mistral. Elle est inscrite aux monuments historiques et depuis quelques années maintenant, cette tour est fermée au public. On attend sa rénovation qui devrait intervenir prochainement. Une bonne nouvelle pour les passionnés de la Tour Perret, car il y en a, comme le montre ce reportage d'Isabelle Colbrand et Marie Chambrial. Il est né juste 4 ans après la construction de ce symbole grenoblois qu'est la Tour Perret. Il la regarde tous les jours de chez lui. Roger Millet a 86 ans. Il se bat pour que soit réhabilité, restauré cet édifice fermé au public depuis des années pour raison de sécurité. Lui s'en souvient comme le gosse qu'il était. L'ascension, les vues imprenables sur Grenoble, le goût de l'aventure. Elle mérite d'être inscrite au monument historique de l'UNESCO, je crois, hein, c'est ça. Parce que c'est la première tour en Europe construite en béton armé. Première tour. C'est quand même quelque chose. Il a écrit des dizaines de lettres. À chacun des maires, il avait des demandes et des idées. On peut l'ouvrir aux touristes, au public, aux enfants des écoles, pour leur apprendre à se... voyez, à se diriger, hein, nord-sud, est-ouest. C'est très intéressant de leur point de vue. Aujourd'hui, côté municipalité, on connaît l'importance du site, l'envie des Grenoblois de conserver leur symbole, mais tout a un prix. Il se montrait entre 7 et 8 millions d'euros, donc ce qui est une somme évidemment non négligeable. Ceci dit, la Tour Perret donc, est classée monument historique, donc à ce titre, l'État se doit d'en financer une partie, en principe c'est au maximum 40%. Le reste devrait être pris en charge par le département et la ville, soit 3,5 millions d'euros pour Grenoble. Avec en tout cas une certitude, la tour ne sera jamais rasée. Rappelons qu'elle fut construite à l'occasion de l'exposition universelle de 1925 par l'architecte Auguste Perret et qu'elle pourrait bien finalement accueillir à nouveau le public dans 4 ans. Retour dans ce journal sur un anniversaire le 19 mai. Hier, les Genevois ont fêté les 200 ans de leur rattachement à la Suisse. Une date historique que l'on célèbre en fait depuis quelques mois, car les prémices de ce rattachement ont commencé bien plus tôt, comme nous l'expliquent Serge Vorette et Maxime Kemener. C'est en fait le 31 décembre 2013 que les festivités ont commencé. Tout simplement parce que c'est à cette date, 200 ans plus tôt,
que les troupes de Napoléon quittent la République de Genève après 15 ans d'occupation. Il se trouve que les Français étaient poursuivis par les Autrichiens qui traversèrent la République, ce qui m'a rendu bien service. À leur tête, le duc de Boubna, qui a poursuivi les troupes françaises qui ont quitté le territoire genevois, qui s'est retrouvé libre, indépendant. Et c'est ce qu'on appelle la restauration de la République. Genève, ville république libre et indépendante depuis 1536, a alors le choix de le rester ou de s'allier à la Suisse toute proche. Les Genevois sont des pragmatiques dans cette Europe en plein bouleversement. Ils choisissent un modèle qui va leur assurer l'avenir dans un État tout en conservant leur sacro-sainte indépendance. C'est la Confédération et c'est le début de l'histoire commune entre Genève et la Suisse. Le miracle de cette alliance, c'est que Genève a besoin de la Suisse, mais la Suisse, et c'est consacré encore aujourd'hui, a tout autant besoin de Genève. Genève aujourd'hui, et on en a la concrétisation, constitue le maillon principal de la politique extérieure de la Confédération, à travers sa vocation internationale. Eh bien, les prémices, c'était ça, en 1814. Car c'est en 1814 que les Suisses débarquent à Genève par le Léman, où ils sont accueillis chaleureusement. Mais il faudra attendre le 19 mai 1815, il y a donc tout juste 200 ans, pour que la République de Genève devienne très officiellement le 22e canton de la Confédération helvétique. Et pour finir ce journal, direction Chambéry, où 500 collégiens ont participé hier à la fameuse dictée d'Ella, une sensibilisation à la lutte contre les leucodystrophies. Et comme toujours, ce sont des sportifs de haut niveau qui ont joué les profs pour adresser aux jeunes un message de solidarité envers les personnes touchées par cette maladie rare. Aurélie Massé, Franck Serroni. Tout le monde dit « je suis une virgule ». Une dictée. D'habitude, ces élèves de 4e la redoutent, mais cette fois, pour Ella, tous sont prêts à se surpasser. Preuve en est, il n'y a presque pas de faute. Ça me fait du bien parce que je sais que ça fait du bien aussi à d'autres personnes. Professeur d'un jour, deux grandes championnes, Muriel Urtis et Odia Sidibé, sont venues lire La Virgule, un texte écrit tout spécialement par Marie Dariussec. Les points-virgules aussi vont lentement. Ils aiment bien ne pas être oubliés. Ces mots racontent le combat des malades pour exister. Ils sont en quelque sorte les signes de ponctuation, souvent laissés de côté. C'est vrai qu'on est dans une société où on ne pense pas forcément aux autres. Et donc les sensibiliser très jeunes leur permettent de s'investir. S'investir pour Kevin et les autres porteurs de cette maladie qui détruit le système nerveux. En France, il naît chaque semaine entre 4 et 6 bébés atteints de leucodystrophie. Et là, accompagnent leur famille au quotidien. Avec eux, comme ils font pas mal de sorties, on oublie la maladie aussi. Comme là, on va partir à Belfort le 3, 4, 5, 3 jours avec mon fils. Et je l'ai fait il y a 2 ans, on a trouvé ça génial. On oublie la maladie. Dès qu'on fait des sorties avec les autres parents et tout ça, c'est génial. Et la dictée est une des actions qui permet de financer tout ça. Car avant de plancher sur leur copie, ces collégiens ont d'abord récolté des dons pendant plusieurs mois. Une initiative relayée dans toute la France par 2000 établissements scolaires. L'opération, en moyenne, c'est presque 2 millions d'euros consacrés au financement de la recherche et aussi au soutien des familles. Parce que les familles, c'est important de leur procurer de l'espoir